Merci pour votre fidélité au programme de la 7 TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, Dakar qui tient la 5e conférence épiscopale ouest-africaine du 5 au 12 mai, ce grand moment de communion ecclésiale qui voit la participation de plus d'une centaine de dignitaires ecclésiastiques portera sur le thème pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Et puis, situation tendue du côté de la mosquée Amitié Baobab Karak après sa fermeture par le sous-préfet suite à un conflit entre deux imams. L'imam Omar Diène, membre de l'association des imams et oulémas du Sénégal, revient sur cette situation. Vous verrez, sa réaction dans ce journal. Et pour terminer, le dialogue national à l'approche de la date du 28, Thierno Alassane Sall et son parti La République des Valeurs a officialisé sa position. Il ne compte pas en faire partie. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous l'annoncions tantôt pour commencer donc la 5e Assemblée générale des conférences épiscopales régionales de l'Afrique de l'Ouest qui se déroule à Dakar du 5 au 12 mai prochain. Le thème est pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Une réunion qui rassemble des évêques et archevêques de 16 pays en pleine succession du pape François. Et alors que la sous-région est traversée par des tensions, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, était présent ce matin lors de la cérémonie d'ouverture. Les différentes réactions à suivre très prochainement dans ce journal. En attendant, nous l'annoncions également dans les titres, la mosquée Baobab Karak Amitié qui a été fermée provisoirement par les autorités administratives à l'origine d'un conflit de gestion qui remet en question l'autorité religieuse en place. L'imam Omar Diène, membre de l'association des imams et oulémas du Sénégal, revient sur la situation. Il était avec Ousmane Ba. C'est une décision rare mais nécessaire. La mosquée Baobab Karak Amitié a été fermée par le sous-préfet en accord avec le ministère de l'Intérieur après plusieurs incidents. Je confirme que la mosquée a été fermée par les autorités. Le sous-préfet des Almadies, qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, qui est le ministre du culte et de la sécurité publique, puis qui avait des menaces depuis, nous rentrons dans la 3e année. Pourtant, la gestion de la mosquée est claire. Elle relève exclusivement de l'imam Ratib, autorité religieuse suprême du lieu. Sous sa tutelle, un comité de gestion avait été mis en place pour coordonner les prières du vendredi et les activités religieuses. Comme au commissariat de police, c'est le commissaire qui commande. Au ministère, c'est le ministre. À la mosquée, c'est l'imam Ratib, l'imam principal qui a été désigné. Mais il y a des règles aussi de nommer et de dégommer. Il faut qu'il y ait des motifs. Des problèmes de personnes, des conflits de rôle, jusqu'à ce que les prières du vendredi, les mariages et les enterrements soient perturbés. La ligne d'autorité n'était plus respectée. Malheureusement, un incident s'est passé vendredi dernier sur allocution de l'imam principal qui a désavoué un de ses suppléants, ce qui a amené ce problème. Parce que dans un quartier, l'imam a nommé son fils à sa place. Et cela a conduit à vraiment un remous qui a réveillé cette plaie. Pour ce qui est des supposés privilèges dont les imams seraient bénéficiaires. Aucun maire n'assiste les mosquées. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Pas dans notre cas nous-mêmes. Donc l'État ne prend pas en charge les imams. Ils n'ont pas de bourse, ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'assistance. Alors c'est le devoir des maires de le faire, mais ils ne le font pas. La fermeture de la mosquée Baobab Karak Amitié relance le débat sur la gestion des lieux de culte, respect des hiérarchies religieuses, formation des comités et encadrement juridique, des pistes à renforcer pour éviter de telles crises. Et sur place, les riverains sont mécontents de la situation suite à cette fermeture par le sous-préfet. Ce dernier craignait un trouble à l'ordre public. Omar Diène était sur place. Sur arrêté préfectoral, la grande mosquée d'Amitié Baobab Karak, où des imams se donnent fréquemment un spectacle pour diriger la prière, est fermée. Motif évoqué, risque réel de trouble à l'ordre public. Sur place, à l'heure où résonnait habituellement l'appel à la prière par le muezzin, un silence de cathédrale. D'aucuns improvisent pour prier non loin du dit lieu de culte. D'autres rejoignent une autre mosquée située à quelques mètres des maisons. Une circonstance qui exaspère au plus haut point ces riverains.
Une mosquée, c'est pour prier, c'est pas pour rouler. S'il y a deux parties qui s'entretuent, on les laisse de côté, on ouvre la mosquée. C'est désolant pour un quartier comme Karaka. Si l'on s'en tient au témoignage de ce monsieur qui habite Baobab 5 décennies durant, ce n'est pas la première fois que cette mosquée emblématique est devenue l'épicentre d'un conflit ouvert entre imams. Deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'une telle situation se présente. Les autorités doivent prendre des décisions fermes. Cette fermeture, jusqu'à nouvel ordre, devrait permettre aux autorités de trouver le juste milieu pour que le calme revienne de la vie des habitués de la grande mosquée. Qu'ils enterrent la hache de guerre au profit des riverains. Pour que tous les musulmans puissent aller s'acquitter à leurs tâches. Nous avons essayé de recueillir la version de l'imam Ratib, mais ce dernier n'a pas souhaité en parler. Pendant ce temps, les propos de Cheikh Moussa Diagne continuent de faire polémique auprès des guides religieux face à la situation. Cheikh Aliou Cissé a lui-même réagi, rompant tout lien avec le disciple. Sincèrement, je demande à Cheikh Moussa d'arrêter de tenir de tels propos et de présenter ses excuses. Quant à moi, je n'ai rien qui puisse être comparé au Saint-Coran. Je suis un simple homme et je finirai enterré alors que le Coran ne sera jamais enterré. Le Coran est notre vie et il ne restera jamais. Je te demande de rester loin de moi et de ma famille et de ne plus nous associer à de tels discours. Nous n'avons que la religion d'Allah et c'est ce à quoi notre guide spirituel, Serigne Cheikh, nous a toujours appelés. Et puis nous en parlions tantôt, la 5e Assemblée générale des conférences épiscopales régionales de l'Afrique de l'Ouest qui se déroule à Dakar du 5 au 12 mai. Lors de la cérémonie d'ouverture ce matin, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, était présent. Il a tenu en discours sa réaction. Je salue particulièrement votre mobilisation pour la paix, essentielle appelée la réunification des 16 pays membres de la CEDEAO. Face aux crises armées, à l'instabilité politique chronique et au drame migratoire de notre région, notre détermination à œuvrer ensemble doit rester intacte. Excellences, chers participants, distinguées autorités, les jours à venir seront studieuses et exigeantes. Elles nécessiteront une généreuse réflexion prospective et un partage fécond de vos expériences pastorales. L'objectif est clair: bâtir ensemble une CEDEAO des peuples, riche de sa diversité, résiliente et solidaire face aux défis actuels de nos églises et de nos États. Et justement, le président des CEDEAO, Monseigneur Alexis Touabili Youlo, a profité de l'occasion pour lancer un appel en accord avec le thème, notamment l'aspect de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest. Oui, aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique a besoin de paix. Une paix qui repose sur la justice, car il n'y a pas de paix véritable sans justice réelle et vraie. Pas une justice des élites, mais une justice des peuples. Et l'Église en Afrique de l'Ouest veut et doit y contribuer. Et nous, archevêques et évêques de l'Afrique de l'Ouest, nous pouvons et nous devons contribuer à l'avènement de cette Afrique nouvelle. C'est là tout l'enjeu du thème de la 5e Assemblée plénière des CEDEAO.
Et sur ce donc dialogue national prévu le 28 mai prochain, alors que le flou demeurait sur sa participation, le Parti République des Valeurs a finalement officialisé sa posture. Il ne participera pas, considérant que les conditions d'un dialogue utile et sincère ne sont pas réunies et qualifiant ce rendez-vous national d'opération de communication politique. Et puis Mohamedou Madanakan, lui, de son côté, propose des alternatives pour le redressement de l'économie sénégalaise. En tant que banquier, il estime qu'il faut penser à d'autres structures de financement qui devraient permettre de réduire le niveau d'endettement. Selon lui, il faut revoir l'investissement étranger qui occupe une place importante dans l'économie sénégalaise. Il est impératif, effectivement, que quand il y a des urgences, qu'on trouve un moyen de les financer. Maintenant, l'endettement, il doit être calculé. Il doit être mesuré et puis conforme aussi à la politique budgétaire de l'État. Je pense qu'on est en train d'emprunter alors qu'on va vers une loi de finances rectificative. Donc on attendra de voir ce que cette loi de finances rectificative va donner pour comparer justement les chiffres actuels de l'endettement avec le taux d'endettement par rapport au PIB, mais également regarder tout ce qui est niveau de croissance du pays. Financer une économie, il n'y a pas plusieurs leviers. Vous avez la dette pour combler le déficit, vous avez la fiscalité, donc les ressources internes, vous avez l'investissement direct étranger à travers des financements innovants. Il en existe beaucoup. En dehors de faire venir des investisseurs étrangers, vous avez également la possibilité de structurer des financements innovants qui n'augmentent pas votre endettement et qui vous permet en même temps de mobiliser éventuellement par anticipation des ressources pour financer votre économie. Donc oui, il y a des financements alternatifs qu'il faudra explorer pour faire face à la situation actuelle. Situation de la presse à présent, Henriette Nyankandé est sortie de sa réserve pour dénoncer l'attitude du ministère de la Communication. La journaliste parle de récupération politique de la part du ministère sur la subvention distribuée à la presse par l'ADPME. Elle valide alors le travail effectué par cette dernière et ce depuis des années. Cette grande figure de la presse, Henriette Nyankandé, n'est pas allée par 4 chemins pour manifester son mépris face à ce qu'elle qualifie d'opération de maquillage institutionnel de la part du ministère de la Communication. Un ministère qui tente de faire de la récupération politique sur cette affaire de subvention aux entreprises de presse. Henriette Kandé soutient que depuis des années, l'ADPME fait son travail sérieusement. Plus de 5000 petites et moyennes entreprises accompagnées à ce jour à travers le pays dans l'industrie, l'agroalimentaire, l'éthique, le sport, l'artisanat, la culture, entre autres. À la veille de la journée mondiale de la presse, le directeur de la communication du ministère s'est précipité devant micro et caméra pour arroger au ministère les mérites d'un programme, déclare-t-elle, qui ne finance pas, ne pilote pas et auquel sa tutelle n'a contribué ni en ingénierie, ni en stratégie, ni en fonds. Ce n'est donc pas un programme ministériel, fait-elle savoir, encore moins une initiative gouvernementale sectorielle. Selon elle, le ministère de la Communication n'a ni conçu le projet, ni financé la moindre mission d'expertise, ni validé un seul plan d'encadrement. Mais il s'est offert le luxe d'un tapage médiatique complet, informations sur les réseaux sociaux, bande-annonce, invitation à couvrir la cérémonie de signature des conventions. À l'en croire, l'objectif n'était pas de restructurer la presse, mais de restructurer son image. Ainsi donc, le torchon brûle entre le CEDEPS et le ministère de la Communication. Le CEDEPS qui dénonce avec vigueur la posture de ce dernier dans le dossier du financement accordé à certains organes de presse dans le cadre du programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi. Son président, Mamadou Ibra Kane, conteste fermement les propos du ministère. Il faut savoir qu'aucun département ministériel n'a, selon lui, été impliqué dans cette procédure lancée dès 2023. Toute la confusion est partie de la conférence du ministère de la Communication, lors de laquelle le directeur de la communication annonce le lancement d'un programme d'appui à la restructuration de 12 entreprises de presse. On avait mis sur la sellette l'ADPME, qui a mobilisé une enveloppe de 400 millions pour accompagner dans une phase pilote 12 entreprises pour la restructuration financière qui les concerne. Plus tard dans la journée, un communiqué du même ministère
informe de la tenue d'une cérémonie conjointe. Une posture qui laisse croire qu'il est impliqué dans le processus de financement octroyé par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Mais le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal estime que cette posture n'est que pure manipulation. Ni le ministère de tutelle de l'ADPME, le ministère du Commerce, encore moins tout autre ministère n'a été impliqué dans ce processus. Selon Mamoudou Ibra Kane, ce processus de financement a démarré en 2023, bien avant l'arrivée des nouvelles autorités. Déjà, sous l'Ancien Régime, quand le patronat de la presse n'avait pas bénéficié du fonds Covid de 1000 milliards de francs CFA pour les entreprises en difficulté, nous nous sommes dit qu'il fallait chercher d'autres moyens de financement pour les entreprises de presse. Un long processus mené par la collaboration entre l'ADPME et le CEDEPS. C'est moi-même, en tant qu'administrateur général de la société Africom SA, que j'ai tenté d'abord la procédure. Quand j'ai tenté la procédure, cela a abouti dans le cadre du programme financé par la Banque mondiale qu'on appelle ETHER. Ensuite, l'ADPME m'a dit, au fond, tout le secteur en réalité rencontre les mêmes problèmes. Est-ce que ne faudrait-il pas qu'on tente de voir comment vous aider? Cependant, le CEDEPS exprime sa profonde gratitude à l'ADPME, qui est, selon Mamoudou Ibra Kane, un partenaire stratégique parmi tant d'autres face aux difficultés économiques des entreprises de presse. Dans la foulée de cette controverse, le CEDEPS hausse le ton à nouveau. Cette fois, il rejette la décision du ministère de la Communication de suspendre l'aide à la presse pour l'année 2024. Une décision jugée illégale par Mamoudou Ibra Kane, car selon lui, cette aide a été dûment votée et doit donc être versée. Mon appréciation, c'est que, comme je vous l'ai dit, le nouveau régime veut liquider la presse privée au Sénégal. Il y a eu d'abord la pression fiscale, qui a abouti au blocage des comptes bancaires. Et qui dit blocage des comptes bancaires, c'est-à-dire que cette société ne peut pas fonctionner. Il y a donc le gel de cette presse-là, de cette aide à la presse, qui a été voté dans le cadre du budget de l'État, la loi de finances 2024. Le nouveau régime n'a pas le droit, en se fondant sur des considérations politiques, pour ne pas distribuer cette aide à la presse. Mais il y a encore pire. L'État du Sénégal doit plus aux entreprises de presse que les entreprises de presse ne doivent aux impôts. Ils ont gelé, ils ont bloqué le paiement des créances dues aux entreprises. Toujours sur cette question, un autre front de tension qui s'est ouvert. 12 entreprises de médias ont donc bénéficié du soutien de l'ADPME, mais ce financement suscite des interrogations et face à la polémique, le groupe immédiat visé par les critiques est sorti de sa réserve. Selon son directeur, Alassane Samba Diop, il ne s'agit pas de fonds distribués directement, mais plutôt d'un accompagnement structurel. Ils sont au nombre de 12 médias dans ce premier lot à bénéficier du soutien de l'ADPME, une subvention de 384 millions de francs CFA dans le cadre du programme de restructuration financière des entreprises de presse. Mais contrairement à ce que d'aucuns pensent, ce n'est pas de l'argent liquide qui a été distribué aux organes de presse, a laissé entendre Alassane Samba Diop. Les 32 millions que les gens entendent dire, ce n'est pas de l'argent liquide qu'on va donner à la presse, qu'on va verser dans les comptes bancaires des télés et des radios. Non, c'est une subvention que l'ADPME va octroyer à la presse via des sites de formation. Selon les responsables du groupe E-Media Invest, le programme vise à accompagner les médias dans la formation et la digitalisation de leur support. Pour ce qui est en tout cas de E-Media, la numérisation davantage, l'accentuation de la numérisation et surtout la digitalisation justement de sa production interne. Donc ces deux aspects, l'ADPME a décidé d'accompagner. Et voilà le concept d'ailleurs le plus innovant, c'est ça. C'est-à-dire c'est d'accompagner donc immédiat à redresser un peu peut-être la tête et à rectifier un peu sa trajectoire. La restructuration, c'est la digitalisation. Restructurer quelque chose, c'est revoir les charges qui sont nombreuses, c'est revoir le fonctionnement de l'entreprise, c'est revoir les goulots d'étranglement, c'est revoir les pertes de profit. Comment et la digitalisation fait partie d'une politique de restructuration. Cette subvention se fait sur la base d'un remboursement. Mais on compte respecter
le cahier de charge de la DPME, la digitalisation et la comptabilité. C'est pour ça qu'on a signé ce contrat. Vous voulez qu'on prenne cet argent et qu'on paie des salaires? Et demain, on va nous être en prison pour dire qu'on n'a pas respecté le cahier de charge, détournement d'objectifs. Mais il faut être sérieux. Les groupes Médias du Sud, RASCO, Groupe Cenox, Groupe E-Média, des médias, Groupe Sud Communication, Almadi Média, 3M, Universel, CTV, Leral, Presse Afrique, Lamp Fall, Origine SA sont pour le moment les bénéficiaires de ce programme. Nous parlons à présent de tensions foncières et c'est du côté de Pikine-Guédiawaye. Les terrains du littoral à côté du tribunal suscitent beaucoup de polémiques. On cause un litige foncier tournant autour de plus de 2 hectares, 800 mètres carrés. Si les artisans sont menacés d'être déguerpis par les autorités, les propriétaires des terrains, eux, sont constitués en collectif pour réclamer leurs parcelles cédées à leur insu. Ils demandent à l'État de réagir. Une enquête de Pape Malik Thiam. En longeant le palais de justice de Pikine-Guédiawaye, des hectares de détritus sur un large espace. Objet de toutes les polémiques depuis des mois. Vu d'en haut, une partie est occupée par des centaines de personnes depuis près d'1 an. Électriciens, mécaniciens et autres métiers, la responsabilité de prendre la parole est pesante. Si pesante qu'il était presque impossible d'avoir un interlocuteur. Précaution, prudence, le seul qui voulait accepter de nous parler a sollicité ses collaborateurs. Voulant aborder avec nous l'octroi des terrains sur lesquels ils gagnent leur vie, ils se rétractent à la dernière minute, faute de ne pouvoir s'exprimer sans autorisation. On m'a dit que ce n'est pas la peine qu'on vous parle. Pour le moment, on est en train de négocier. Donc, si on nous voit parler dans les médias, ça peut freiner les médiations. Quand on sera prêt, on parlera. Mais n'exclut pas une négociation entre eux et les autorités. L'essentiel, c'est qu'on donne un endroit accessible. Juste à côté de ce tribunal, on a rendez-vous avec le président du collectif et attributaire des lotissements de Guédiawaye. Le tribunal là. Pour être discret et être à l'abri du contrôle des gardes du tribunal, mise au point. Une délibération dûment signée par le maire et le sous-préfet. Avant les explications. Le maire là, Mamadou Beydi. Ça, c'est l'ancien maire, Mamadou Beydi. Il avait initié un lotissement municipal pour attribuer à la population de Guédiawaye des terrains. Des terrains suite à un lotissement municipal. Donc, avec ça, il avait fait une délibération signée par lui-même et le sous-préfet, son représentant. Feu Beydi et le représentant de l'État, le sous-préfet. Bon, ça dépendait que du maire. C'est le maire qui m'a donné Djaï. Il y a des parcelles au total. En ce qui nous concerne, nous, collectif, collectif des victimes du lotissement BDC, nous faisons 200 personnes. 200 personnes donc ont vu leurs 800 hectares touchés, morcelés en 36 parcelles, après une session de l'un des derniers directeurs du domaine, sous le régime de l'ancien président Macky Sall. Mamadou Gueye, directeur des domaines, comme monsieur le directeur général de l'urbanisme et de l'architecture. Depuis, les propriétaires protestent et ils veulent retrouver leurs terrains cédés dans des conditions ultra opaques, à leur insu. Là où je me trouve, c'est notre domaine. Et on veut que les nouvelles autorités s'en servent pour qu'on les récupère. Il n'exclut pas un recasement dans cette période très indécise où beaucoup d'anciens dignitaires du régime sortant y sont cités. Les uns pour une dation, les autres pour un bradage du littoral dans un espace très convoité. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, Sud Quotidien s'intéresse à l'examen de la résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de 5 anciens ministres. Les anciens ministres du régime sortant, en l'occurrence Mansour Faye, Aïssatou Soufie Gladima, Ismaël Madior Fall, Moustapha Diop et Salimata Diop sont à moins de 48 heures de leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Sauf tsunami parlementaire, selon Sud Quotidien. Le journal indique que la 15e législature statue en effet ce jeudi 8 mai lors d'une plénière sur leur comparution ou non devant la seule juridiction habilitée à juger leurs actes en tant qu'anciens
anciens responsables du département ministériel. Point Actu aborde cette question et note que le sort de Moustapha Diop, de Mansour Faye, de Soufi Gladima et d'Ismaël Madior Fall et de Ndeye Salimata Diop, scellé le 8 mai. Dans l'Observateur, l'on aborde aussi la question de l'illusion du fonds de Tabaski Ngom. Le grand déballage titre l'Obs, près de 4 heures de face-to-face avec les juges d'instruction, Idrissa Djali et Nelly Dien. Momad Ba de l'Aprosie est attendu demain au pôle financier. Source A lui révèle qu'Amadou Sall fera faux bond. Il est attendu ce dernier au pôle judiciaire financier demain. Sur le journal, le fils de l'ancien chef de l'État du Sénégal était aux États-Unis et n'aura pas décidé de se livrer à la justice. Si ce dernier dispose d'une nationalité américaine, son extradition ne sera-t-elle pas comprise en cas de mandat d'arrêt international? En politique toujours, le Soleil met en exergue le flou persistant dans le financement des partis politiques au Sénégal. Le financement des partis politiques est toujours problématique au Sénégal, où la plupart des militants sont invités à cotiser et à contribuer pour les financer les activités du parti. Mais selon le journal, dans la plupart des cas, c'est le leader qui met la main à la poche. Restons dans la politique avec le dialogue national tel que décidé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Mais selon Walf Quotidien qui titre déjà des chaises vides. Cause, Thierno Alassane Sall lui annonce la couleur et refuse la main tendue de Diomaye. Même constat dans les colonnes du quotidien. Le quotidien TAS dit non à Diomaye. Même son de cloche dans la tribune, Thierno Alassane Sall annonce au boycott et refuse la main tendue de Diomaye. Dans les Échos, c'est Thierno Alassane Sall qui dit niet, car selon lui, les conditions d'un véritable dialogue ne sont pas réunies et c'est une opération de communication politique dont les conclusions semblent déjà écrites. Le secteur de l'extractif dans les Échos, nous y restons avec le rapport ITIE du premier semestre 2024. Le secteur génère 236 milliards de francs CFA. Selon le journal, cette performance s'explique surtout par l'exploitation accrue de l'or, du phosphate et d'autres minerais stratégiques. Enquête lui parle des premiers chiffres de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Le rapport montre globalement une hausse importante du niveau de recettes collectées par rapport à l'année 2023. Vers des hausses records pour les recettes douanières et fiscales. Selon enquête, en santé, la signale que le centre d'hémodialyse installé au hangar de Pèlerin fait face à un manque criard de kits de dialyse. Conséquence, 86 malades sont en danger, s'exclame l'AS. En sport, record sur la Ligue des Champions avec le demi-finale retour ce soir. Inter Milan fera face à Barcelone. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.